Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Espagne. Enriqueta Martí est née le 2 février 1868 dans la petite ville de Sant Feliu de Llobregat, dans la province de Catalogne, en Espagne. À sa naissance, l'Espagne restait un pays très agricole. Une certaine industrialisation avait eu lieu, surtout en Catalogne et au Pays Basque, et les chemins de fer avaient aidé des communautés isolées. En réalité, l'Espagne avait peu évolué depuis le début des années 1900, son progrès économique freiné par l'instabilité politique, les soulèvements et des gouvernements instables. La mère d'Enriqueta était morte alors qu'elle était très jeune. Elle a donc été élevée par son père. Agriculteur travailleur, passant chaque jour des heures dans les champs pour tenter de gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa fille. Il était apprécié de ses voisins, qui le considéraient comme un homme gentil et honorable. En plus de sa ferme, le père d'Enriqueta s'intéressait aux herbes, dont beaucoup poussaient dans son propre jardin d'herbes aromatiques. Il était capable de préparer des potions à base de plantes, qu'il prétendait pouvoir guérir divers maux et maladies. Il offrait souvent ses remèdes aux villageois, surtout s'il ne pouvait en voir un médecin. Bien sûr, il demandait un petit paiement pour ses services, et l'argent supplémentaire qu'il gagnait était toujours le bienvenu, surtout que la situation était difficile en Espagne à cette époque. Lorsque Enriqueta avait 15 ans, une famille aisée de Barcelone est venue passer l'été à Sant Feliu. L'air frais et le paysage magnifique étaient même parfaits pour leurs vacances loin de la ville. La famille avait plusieurs enfants et Enriqueta aidait à s'occuper d'eux. Comme son père, elle avait une nature très attentionnée et les enfants s'attachèrent beaucoup à elle. Lorsque l'été prit fin et que la famille s'apprêtait à retourner à Barcelone, ils lui demandèrent si elle accepterait de les accompagner pour travailler comme nourrice. Enriqueta, très enthousiaste, accepta bien sûr cette idée. Bien que Barcelone ne soit qu'à 23 km de sa ville natale, c'était une grande ville et très différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Il y avait de grandes avenues, de magnifiques parcs et les rues étaient toujours pleines de gens pressés, vaquant à leurs occupations quotidiennes. Elle s'est très bien adaptée et, pendant les 2 années suivantes, elle a travaillé pour la famille et a vécu dans leur maison, dans un quartier très aisé. Pendant ses congés, elle explorait toujours. Elle visitait les petites rues et les ruelles, et elle s'est vite familiarisée avec les endroits les moins recommandables de la ville. Tout en s'occupant des enfants, elle étudiait aussi les remèdes à base de plantes que son père lui avait appris. Elle préparait des potions et des onguents naturels qui pouvaient être utilisés pour traiter des maladies, comme les maladies vénériennes, ou pour provoquer une fausse couche. Lors de son séjour à Barcelone, elle a découvert la richesse et la pauvreté de la ville, et ces traitements naturels ne concernaient pas seulement les pauvres. Nombreux membres des cercles sociaux les plus élevés sollicitaient souvent ses services. Elle possédait aussi des remèdes qu'elle prétendait contraceptifs. La réputation de la jeune femme de Sant Feliu se propagea vite, et les gens étaient rassurés par la politesse et la discrétion d'Enriqueta. Les femmes enceintes non mariées payaient un très bon prix pour son aide, tout comme les hommes qui avaient passé trop de temps à fréquenter les bordels de la ville. Parmi ses clients figuraient des personnalités barcelonaises, ce qui la rendit célèbre en ville. Mais un jour, une jeune femme d'une famille éminente mourut soudain après avoir pris une potion d'Enriqueta. La jeune femme enceinte avait cru qu'Enriqueta et son remède à base de plantes résoudraient son problème. Cela provoqua un grand scandale à Barcelone, au point que la famille pour laquelle elle travaillait la renvoya de son emploi. À ce moment-là, Enriqueta connaissait bien la ville, et après avoir emballé ses affaires, elle prit une chambre dans le quartier d'El Raval, l'un des quartiers prailles les plus pauvres. Cependant, elle avait l'ambition de pouvoir un jour retourner vivre dans un quartier plus élégant. Elle était encore jeune, elle était attirante, et elle savait aussi préparer des remèdes à base de plantes. Elle pensait pouvoir gagner assez pour bien vivre. Elle a décidé de travailler dans un bordel car elle pensait qu'elle pourrait travailler comme prostituée et aussi vendre ses remèdes. Elle a travaillé à 2 endroits, l'un sur les quais de Barcelone, l'autre au portal de Santa Madrona. Quelques années ont passé et elle était désormais très connue dans la région et très populaire parmi les hommes qui fréquentaient les bordels de Barcelone, dont beaucoup recherchaient son affection. L'un d'eux, l'artiste Juan Pucalo, demanda Enriqueta en mariage en 1895, exigeant qu'elle arrête de travailler comme prostituée.
Elle a accepté, ils se sont mariés. Pendant un temps, ils étaient heureux. Ils peignaient chaque jour, rêvant d'une vie paisible et d'une famille. Enriqueta, à 26 ans, l'âge où beaucoup d'Espagnols avaient hors des enfants, Juan pensait qu'elle voudrait se poser et rester à la maison. Elle avait été indépendante pendant longtemps, avait profité de sa vie en ville et aimait gagner son propre argent. Elle se lassa vite de la vie casanière et reprit bientôt ses anciennes habitudes, travailler dans la rue, préparer des potions de plantes et fréquenter les lieux les moins recommandés de la ville. Son comportement devint assez étrange. Son mari pensait que cela pouvait être dû au fait qu'elle n'avait pas pu concevoir d'enfant. En 1901, le couple vivait séparément et a finalement pris des chemins différents. Enriqueta reprit ses soirées de travail dans les bordels de la ville. Cependant, elle avait d'autres façons de gagner de l'argent. Le jour, elle se déguisait en mendiante devant les églises. Elle appartenait à un réseau de personnes, dont beaucoup d'enfants, qui faisaient cela. Les gens prenaient alors pitié d'eux et laissaient une offrande dans leur panier. La clientèle des bordels changeait aussi, et il semblait que les hommes espagnols les plus élitistes recherchaient des prostituées de plus sophistiquées, celles qui s'habillaient de manière plus élégante. Enriqueta acheta des robes élégantes et des tenues à la mode. Elle cherchait ensuite des clients hors des lieux fréquentés par les hommes riches. Il y avait eu des signalements d'enfants disparus dans certains des quartiers les plus pauvres de Barcelone et il a été allégué qu'Enriqueta était impliquée dans l'enlèvement de ces enfants et, sans aucun remords, les proposait à ses clients. Des rumeurs disent aussi qu'elle tuait certains et utilisait leurs restes pour préparer des potions de sang destinées aux riches barcelonais, cherchant à guérir des maladies comme la tuberculose. À l'époque, beaucoup pensaient en faux que mélanger du sang humain à des potions de plantes guérissait ce que la médecine conventionnelle ne pouvait pas traiter. On disait que les os de ces victimes étaient broyés et que la graisse de leur corps était vendue pour être utilisée dans des onguents. En 1909, Enriqueta a été arrêtée et placée en garde à vue. Elle a été accusée de fournir des enfants à ses riches clients. Son complice présumé était un jeune homme d'une famille très aisée. Cependant, dès que les autorités ont compris que si le nom du jeune homme était découvert par la presse, ou si Enriqueta révélait aux journalistes les noms des riches clients ayant fréquenté les maisons de débauche de la ville, cela causerait un scandale. Un grand scandale s'abattrait sur Barcelone et causerait une immense gêne à certaines des familles les plus nobles de la ville. Enriqueta fut relâchée sans inculpation et l'affaire vite oubliée. Elle retourna alors à sa vie de potions, de prostitution et d'enlèvement d'enfants. Comme toutes les villes du début du XXe siècle, Barcelone connaissait de nombreux problèmes sociaux. El Raval et d'autres quartiers pauvres étaient très densément peuplés. Beaucoup y vivaient dans des conditions terribles. Des familles partageaient souvent une pièce. Les bâtiments étaient souvent infestés de rats et beaucoup de résidents souffraient de maladies comme le choléra, le typhus et la tuberculose. Comme ils étaient totalement à l'étroit, tout le monde semblait connaître les affaires des autres. Enriqueta cherchait toutefois à éviter ses voisins. Elle n'avait aucune envie de bavarder ou de discuter, et à cause de cela, ils la considéraient comme un personnage désagréable et la regardèrent avec suspicion. À cette époque, elle vivait avec son père, aussi installé à Barcelone, et une fille surnommée Angelita, qu'elle disait être la sienne. Le 12 février 1912, une jeune fille nommée Teresita Guitart a disparu. La nouvelle de sa disparition s'est rapidement répandue et les gens ont commencé à chercher l'enfant. Les habitants de Barcelone étaient inquiets. Trop d'enfants disparaissaient et la police semblait inactive. Les années précédentes, il y avait eu une révolte publique lorsque de jeunes hommes avaient été enrôlés pour servir dans la guerre en Afrique du Nord. Cependant, les parents aisés pouvaient leur payer pour exempter leurs fils du service. Les pauvres commencèrent alors à faire pression sur les autorités. Là d'être traités différemment, ils pensaient que les dirigeants de la ville devaient en faire plus pour résoudre les problèmes sociaux et retrouver le responsable de l'enlèvement des enfants. Le maire ordonna une recherche en ville pour retrouver la jeune fille. Une dame nommée Señora Claudia Elias vivait dans le même immeuble du quartier El Raval qu'Enriqueta. Elle remarqua qu'une enfant d'environ 5 ans regardait par la fenêtre. Elle pensait que l'enfant était une fille, bien qu'elle semblait vraiment ne pas être à sa place. Tous ses cheveux avaient été coupés et elle avait aussi l'air triste. Claudia, femme au foyer, connaissait les affaires de presque tous.
Connue pour bavarder avec ses voisins, la fille avait une apparence très étrange. Personne ne couperait les cheveux de sa fille si courts. Elle savait aussi que seul Enriqueta, son père et sa fille vivaient là. Elle frappa à la porte d'Enriqueta pour demander qui était la jeune fille qu'elle avait vue à la fenêtre. Tous cherchaient bon la petite Teresita Goudat, 5 ans. Vu la réputation d'Enriqueta, Claudia pensait qu'il s'agissait de la fillette disparue. Enriqueta ouvrit la porte et Claudia lui demanda qui était la fillette, mais sans prononcer un mot, Enriqueta claqua simplement la porte. Claudia ne fut pas surprise par sa réaction, car elle avait toujours trouvé Enriqueta discourtoise et brusque. Elle en parla à un voisin fabricant de matelas. Il se hâta de rapporter ce que Señora Claudia Elias avait vu. Il parla à José Assanz, policier, qui informa ensuite son supérieur, l'inspecteur Ribot. La police n'a d'abord rien fait, et ce n'est que le 27 février, 2 semaines après la disparition de Teresita, qu'ils se sont rendus à l'appartement d'Enriqueta avec des mandats de perquisition. Enriqueta était dehors lorsqu'ils sont arrivés, et les agents lui ont dit qu'ils avaient appris qu'elle gardait des poules dans son petit appartement, ce qui lui était interdit. Elle a conduit les hommes à l'étage et ouvert la porte. Pas de poules. Cependant, ils ont vu 2 filles jouer par terre. Les agents ont demandé leur nom. L'une a dit être la fille d'Enriqueta Angelita. L'autre a dit qu'elle s'appelait Félicité. L'un des agents a alors demandé à la petite fille si elle s'appelait en fait Teresita Gutad, et elle a répondu que oui. Lors de l'interrogatoire, Enriqueta a dit avoir trouvé la fillette la veille dans un état terrible. Elle a dit qu'elle était sale et que ses cheveux étaient infestés de poux, c'est pourquoi elle les avait coupés. Ils ne l'ont pas cru, car sa voisine leur avait fait une déclaration disant qu'elle avait vu la fillette quelques jours auparavant. Bien que très jeune, Teresita a raconté à la police une histoire macabre. Elle a dit que sa mère l'avait laissée un instant quand Enriqueta l'a emmenée. Elle lui a couvert la tête avec un tissu et promis des friandises si elle restait calme. Arrivée à l'appartement, Enriqueta lui coupa les cheveux, l'appela désormais Félicité et affirma que ses parents ne voulaient plus d'elle. La jeune fille a ajouté qu'elle avait vu des sacs remplis de vêtements d'enfants couverts de sang et un grand couteau. La police a réuni la fillette avec ses parents, provoquant un grand soulagement et des célébrations en ville. Enriqueta Oceta a été mise en garde à vue pendant que la police fouillait l'appartement pour trouver d'autres preuves. Angelita, la prétendue fille d'Enriqueta, a dit au détective qu'avant l'arrivée de Teresita, il y avait eu un autre garçon qui avait 5 ans et qui s'appelait Pepito. Elle a dit avoir vu sa mère le tuer sur la table de la cuisine. Elle avait peur et veillait à rester cachée de sa mère. Elle est vite retournée au lit et afin de dormir. Lorsque les détectives ont demandé à Enriqueta où se trouvait Pepito, elle a répondu qu'elle l'avait ramené à la campagne car elle ne s'occupait de lui que temporairement. Ils ont alors demandé où vivait la famille et quel était leur nom. Elle n'avait pas de réponse. Il a été conclu qu'elle avait enlevé Pepito dans la rue et qu'elle avait tué le garçon juste là, dans l'appartement. Quelques jours plus tard, une fouille minutieuse de l'immeuble d'Enriqueta à El Rival a eu lieu. C'était très sale, humide et avec une forte odeur âcre. Il semblait qu'elle vivait dans une pauvreté extrême. La chambre était verrouillée, mais lorsque la police est entrée, elle a été très surprise par ce qu'elle a trouvé. Il était élégamment décoré avec du papier peint raffiné, des lampes, et les draps étaient faits d'un tissu très fin. L'armoire débordait de beaux habits pour filles et garçons. Cependant, ils ont aussi trouvé un sac de vêtements d'enfants ensanglantés et un autre avec des ossements de petits-enfants. Tous avaient été exposés au feu. Juan Pugolo, l'ex-mari d'Enriqueta, s'est exprimé. Il a dit à la police qu'il n'avait rien à voir avec les meurtres, mais qu'elle avait utilisé son nom, Pujolo, pour louer l'appartement. Il a déclaré qu'ils ne vivaient le plus ensemble depuis plus de 5 ans et qu'Angelita n'était pas la fille d'Enriqueta, ni la sienne non plus. Un examen médical a également confirmé qu'Enriqueta n'avait jamais accouché. Plus tard, Enriqueta a avoué que l'enfant Angelita était sa nièce. Elle a dit qu'elle avait aidé la sœur de son mari pendant l'accouchement et qu'après la naissance de la petite fille, elle lui avait dit qu'elle était morte. Cependant, ce n'était pas vrai, elle avait secrètement gardé l'enfant pour elle. Une fois Enriqueta arrêtée, elle a été placée en prison en attendant son procès. Il y a eu une frénésie publique car enfin, la police avait le monstre de Barcelone derrière les barreaux. Son arrestation a fait sensation dans toute l'Espagne. Les journaux ont rempli leur page d'histoire sur Enriqueta et elle a été surnommée la vampire de Barcelone.
Chaque semaine, de nouvelles allégations émergeaient de la part de témoins, dont beaucoup affirmaient que leurs enfants avaient été enlevés. Une femme de la ville d'Alcanis a raconté comment Enriqueta avait emmené son fils 6 ans plus tôt. Elle a dit être venue à Barcelone avec son enfant et qu'Enriqueta avait été très gentille. Elle a dit qu'elle était épuisée et très affamée après son long voyage. Donc, même si elle venait à peine de rencontrer Enriqueta, elle a laissé son fils avec elle pendant un court moment. Mais Enriqueta a disparu avec lui. La dame a dit qu'elle n'avait jamais su ce qui était arrivé à son fils. Face à toutes les preuves, Enriqueta savait qu'elle serait reconnue coupable et probablement exécutée. Donc, peut-être par remords, elle a avoué qu'elle louait aussi d'autres propriétés. Un appartement dans la rue Taleres, un autre dans la rue Picalc et une petite maison sur Ruegos Florale. Ces propriétés ont été fouillées, d'autres restes humains, des onguents et des remèdes à base de plantes ont aussi été découverts. 15 cruches ont été découvertes, certaines contenant de la graisse humaine, d'autres du sang, des cheveux et des os. Dans un placard, les enquêteurs ont trouvé des remèdes magiques déjà préparés par Enriqueta pour la vente. Les gens riches payaient grassement pour ces produits sans trop se soucier de leur véritable provenance. Les enquêteurs ont fait une découverte macabre lorsqu'ils ont trouvé des corps d'enfants enterrés sous les dalles du sol et cachés dans de fausses cloisons. L'un d'eux était le squelette d'un garçon estimé à 3 ans. Fait intéressant, il y avait un livre qui contenait les noms de nombreux de ses clients, et il se murmurait que certains étaient en des personnalités bien connues de la ville, considérées comme le sommet de la société barcelonaise. Il y avait aussi un vieux parchemin contenant des recettes et des notes sur la préparation de potions aux plantes. Après avoir appris l'existence d'un livre listant ses clients, presse et public ont exigé la divulgation des noms. Cependant, en raison de la sensibilité entourant certaines personnes, notamment des politiciens, banquiers et médecins, les noms n'ont jamais été divulgués. À la place, Angelo Maiti comptait Tronquicitar, un journal a publié un gros titre affirmant que la liste ne contenait que des personnes à qui elle avait soutiré de l'argent et des endroits où elle allait mendier. Troublée par les histoires parues sur elle dans les journaux, elle a tenté de se suicider. Elle n'a pas réussi, mais après le naufrage du Titanic le 15 avril 1912, les journaux espagnols ont détourné leur attention d'Enriqueta, et pendant les semaines suivantes, les gros titres concernaient uniquement le navire qui avait coulé dans l'océan Atlantique Nord. Après, l'intérêt pour Enriqueta Martí sembla diminuer. Le 12 mai 1913, avant que l'Espagne ne puisse assister au procès de la vampire de Barcelone, Enriqueta Martí est morte. Le rapport officiel indiquait qu'elle était morte d'un cancer de l'utérus, mais il est également possible qu'elle ait été lynchée par d'autres détenus, soit sur ordre d'une personnalité influente qui craignait qu'elle ne le dénonce comme l'un de ses clients, soit à cause des crimes barbares qu'elle avait commis. Elle fut enterrée dans une fosse commune à la périphérie de Barcelone et emporta avec elle la plupart des noms de ses victimes et de ses clients. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.